bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo un peu particulier parce qu'on est aujourd'hui à Vivatech. Voilà, sur le salon de la tech, on s'est invité nous aussi avec l'émission et pourtant pour parler bien, de la semaine vidéoludique qui vient de s'écouler et il y a quand même beaucoup de choses à dire et je vais le faire bien, en charmante compagnie. Franchement, ça va être du haut niveau, restez bien commentés. Voilà, exactement, bienvenue sur la scène. Patrick Béja, bonjour Patrick. Bonjour Mélinda. Ça me fait plaisir de te voir en vrai. Ah, d'habitude, on est dans les podcasts en audio seulement. Exactement. Là, on se retrouve pour de vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir là. Donc, le podcast Rendez-vous jeux vidéo, Rendez-vous tech aussi, toutes les semaines à ne pas manquer. Et, voilà. Et un vrai Patrick Béja. Exactement. Venu du Nord, du froid. Tout à fait. Et avec toi, le retour, Julien Chiez. Salut Mélinda. Salut, bienvenue de nouveau dans l'émission. Écoute, ça me fait plaisir aussi de t'avoir là. Moi aussi, d'autant que là, il y a eu une grosse actualité, énormément de conférences. Et c'est un peu comme ici, sauf que c'est plus comme ça. C'est plus le 3. C'est plus le 3. Mais on va quand même parler de ce non-E3 qui a eu, toi aussi, tu as eu beaucoup d'actualités quand même. On a dû enchaîner plus d'une trentaine d'heures de direct. Avec Carole. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Et bien voilà, vous avez bien compris, on va revenir sur toutes les conférences, enfin pas toutes parce qu'il y en avait beaucoup, mais sur les principales conférences qui ont lieu sur ce non-E3. C'est tout de suite l'actu à chaud. Messieurs, Patrick, il n'y avait pas de 3, comme on a dit cette année. Le 3, il s'est mis en veille, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait pas de conférence. Ah, c'est ça, l'E3, c'est plus un symbole d'ailleurs. Même maintenant que l'E3 lui-même, le vrai salon, n'existe plus, on ne peut pas s'empêcher d'associer cette période de l'année, qui est importante au niveau du calendrier marketing des développeurs et des éditeurs, pour présenter leurs nouveaux jeux. On ne peut pas s'empêcher de l'appeler l'E3. Donc c'est un petit peu le non-E3, l'E3 qui n'est pas l'E3. Mais c'est vrai que tout le monde a gardé ses rendez-vous. Alors, on a eu le Summer Game Fest qui était en ouverture, qui lui n'existait pas, qui est le successeur, le remplaçant, je ne sais pas comment le hold-up. Ouais, voilà. Le hold-up. Normalement, maintenant, c'est la Summer Game Fest, justement, parce que c'est la espèce de marque ombrelle qui regroupe toute cette temporalité de festivités et de conférences avec ce qu'ils appellent l'Opening Night, la grosse conférence initiale, mais après, tout le reste est introduit dedans. Bon. C'est un peu... Cela dit, c'est plus marketing qu'autre chose. Oui, c'est pour lui, surtout pour se faire plaisir, parce que les autres conférences, que ce soit Xbox, que ce soit le Ubisoft Forward, ou même le PlayStation Showcase avant, ils se sont mis un peu quand même tout seuls de leur côté. Mais ils donnent rendez-vous souvent à l'intérieur du Summer Game Fest. Par exemple, Star Wars, c'était un peu chez Xbox avant, mais Prince of Persia, ça avait été dans l'événement d'inauguration de la Summer Game Fest. Souvent, ça leur permet de teaser en image de synthèse du gameplay qui arrive dans une conf 2 jours après ou quelques heures après. Des passages de relais. Exactement. Alors, on va commencer justement, messieurs, avec le Summer Game Fest, donc l'Opening Night Live du Summer Game Fest, qui est devenu cette grande conférence d'ouverture, comme il faisait à la Gamescom, donc le salon en Allemagne. C'était dense, il y avait 2 heures de conférence quand même. Qu'est-ce qu'on en retient de cette conférence, Julien ? Qu'est-ce qu'on en retient à titre personnel, surtout la conclusion, parce que moi j'aime beaucoup Final Fantasy et le fameux One More Thing, c'était un nouveau trailer. La première fois on voyait vraiment le gameplay de Final Fantasy VII Rebirth, donc qui est le 2e opus du remake de FF7. Mais je retiendrai aussi Mortal Kombat, qui faisait ses grands débuts pareil avec du gameplay et avec la présence du père de la saga. C'était bien d'avoir un petit peu d'humain. Moi c'est ce que je retiens surtout de cette Summer Game Fest, c'est que c'était la seule grosse conférence qui faisait un show. Toutes les autres, souvent, c'était succession de trailers sur des séquences préenregistrées, à l'exception d'Ubisoft, mais sur lequel on aura peut-être des choses à redire sur la mise en scène. Mais là, vraiment, le Summer Game Fest, c'est un petit peu comme ce que Jeff Keighley fait lors des Game Awards. C'est une méga scène, il y a un petit peu de... Il y a du public. C'était la première fois qu'il la faisait d'ailleurs. Exactement, parce que la Summer Game Fest est née dans cette période justement de Covid, de pandémie, pour essayer de trouver une espèce d'alternative à l'E3. Donc je dirais Mortal Kombat, je dirais aussi peut-être l'annonce initiale du nouveau Prince of Persia et ce Final Fantasy VII Remake. Alors, et toi, Patrick, tu retiens quoi de... Il y a plusieurs choses. D'une manière générale, je dirais qu'il est assez symbolique de l'ensemble de cette période, avec une quantité de jeux absolument astronomique et de jeux de qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les outils de développement qu'on a, même les développeurs les plus modestes peuvent faire des jeux qui n'ont pas vraiment grand-chose à envier aux moyens des gros développeurs, même si bien sûr les gros AAA, énorme budget, donc il y a des très belles choses. Et puis peut-être beaucoup de jeux, c'est mon impression, on aura les stats plus tard, beaucoup de jeux avec des héroïnes, ce qui m'a fait plaisir. On en manque et il y en a de plus en plus, mais au niveau des jeux spécifiquement,
je trouve que Ubisoft a été présent également dans ce Summer Game Fest, dans cette première conférence avec Prince of Persia, qui a ouvert et qui a fait une ouverture de cette conférence-là assez énergique, assez enthousiasmante. Et ce jeu qu'on n'avait pas du tout vu venir, qui n'avait pas du tout leaké, Prince of Persia The Lost Crown, je trouve était un très beau moyen d'ouvrir cette conférence. Alors c'était drôle qu'il le donne parce qu'en effet, on a entendu parler il y a 2-3 ans d'un remake de Prince of Persia. Sands of Time. Non, c'est pas Sands of Time. Si, c'est Sands of Time. C'est ça, je me trompe plus. Qui devait revenir en remake. Et là, en fait, la conférence s'ouvre avec un autre style totalement différent. Un autre jeu. Alors, Sands of Time, il semblerait que les dernières rumeurs font état du fait qu'il est retardé et qu'il a un développement problématique. Et du coup, on ne s'attendait pas du tout à avoir un autre jeu Prince of Persia. Surtout pas à leur conférence. Pas à leur conférence, en ouverture directement de Summer Game Fest. Alors, j'avais eu la chance d'y jouer une semaine avant. Donc, voilà, moi aussi, alors on va pouvoir partager. Mais effectivement, c'est assez impressionnant de voir que le prince que l'on attendait n'était pas là, mais qu'un autre avec une direction artistique radicalement différente, qui va mélanger des inspirations un peu comics, un peu manga, on dirait presque Dragon Ball quand le prince charge son énergie et va derrière envoyer un coup spécial. Et surtout, c'est vraiment du Metroidvania, donc pour les connaisseurs, un déroulement qui se fait de côté, où il va y avoir énormément de pièges, beaucoup de verticalité, une direction artistique assez assumée, et on va jouer avec le temps, comme dans les Sables du Temps, mais là, pas rembobiner strictement toute l'action, mais juste ses propres mouvements, et ça va servir le gameplay pour résoudre des puzzles qui sont particulièrement retors. J'avoue que moi, j'y ai joué aussi, j'ai pu y jouer. Je m'attendais, quand je l'ai vu arriver, j'avoue que j'étais un peu sceptique. Je le trouvais, déjà, je trouve qu'on dirait un punk, ce nouveau prince, et je me suis dit, oulala, ils nous ont fait un jeu pour les enfants. Voilà. Eh bien, en fait, pas du tout. Il est plutôt costaud, et il reprend vraiment tous les codes. C'est-à-dire que si tu as fait, Patrick, les anciens, je pense que tu les as fait, les anciens Prince of Persia, on retrouve, parce que c'est vraiment de la 2D, alors sur un environnement 3D, c'est assez, faut s'y faire, mais il est extrêmement agréable. Je ne sais pas si tu l'as fait sur Switch aussi, parce qu'il sort sur Switch en 60 FPS. En fait, la version Switch est la version de développement de base, pour faire en sorte qu'ensuite ils puissent vraiment avoir sur Switch un 60 FPS constant et être porté aisément après sur le reste. Moi, ce que j'ai noté vraiment, c'est que c'est pas un jeu qui est facile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir de bons réflexes. Les boss sont complexes, il y a énormément de pièges. Et là, en fait, on reconnaît l'ADN du studio qui est derrière. C'est un jeu qui est français, qui est développé à Montpellier, Ubisoft Montpellier. Les pères, les créateurs des Rayman, par exemple, qui avaient vraiment brillé par cette science du gameplay extrêmement affûté, et là véritablement en fait une fois qu'on est manette en main on s'en rend compte. Voilà. Et il sort le 18 janvier 2024 celui-ci. Il y avait un autre cadeau qui avait été fait à Geoff Keighley, c'est aussi Lies of P qu'on attendait plutôt de revoir dans la conférence Xbox, qu'on a vu apparaître, qui est déjà d'ailleurs avec une démo disponible, qui a une date de sortie, donc ce sera en septembre depuis le temps qu'on attend ce jeu. Qu'est-ce que ça t'a donné, cette impression? C'est assez original parce que c'est quand même la première fois que je vois quelque chose qui commence par une mauvaise nouvelle et qui finit par une bonne finalement, parce que la mauvaise nouvelle entre guillemets c'est le report du jeu qui sort un mois après la date initialement prévue qui devait être en août. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la foulée de la conférence, on pouvait le tester avec une démo qui peut... je sais que Carole, sur sa chaîne YouTube, l'a fait intégralement. Elle y a passé 9 heures. Sur une démo? Exactement, parce qu'en fait, il est très dense, il y a beaucoup de choses à faire et les boss sont particulièrement épicés. Donc on est vraiment sur du From Software-like. Ouais. C'est pas si simple que ça, mais c'est plutôt bon. Ça te tente, ça, ce Lies of P? On verra. J'ai été conquis par Elden Ring, comme beaucoup d'entre nous, alors que j'étais assez étranger à l'univers de From Software. Et Lies of P, comme d'autres jeux, semble être un héritier très clair de Bloodborne, jeu à grand succès du studio From Software. Et on voit à quel point il a eu une influence sur énormément de développeurs, parce que en voyant Lies of P, on a un petit peu l'impression de voir Bloodborne 2. Il y a du Bloodborne. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une revisite de l'histoire de Pinocchio. En fait, c'est Lies of P. Un peu Pinocchio. Les mensonges de P. Et voilà, avec un Geppetto qui n'a pas l'air très cool. Il a l'air moins cool que dans le dessin animé. Mais voilà, il recherche Geppetto et surtout il recherche comment devenir un vrai petit garçon. Voilà, moi j'adore la DA, mais je suis un peu comme toi. Les Soul-like, je trouve ça très très beau à regarder, pas à jouer parce que je m'énerve. Il va falloir s'accrocher. Moi j'ai vu aussi un Sonic Superstars. Alors ça, le jeu famille. Non, mais voilà, cette conférence, elle était rafraîchissante, moi je trouve, parce qu'il y avait quand même quelques surprises. Et c'est vrai que ces dernières années, on a souvent des nouveaux trailers, des mises à jour. On appelle ça des world premières, mais en fait, c'est surtout des mises à jour. Là, ce Sonic Superstars, il était totalement inattendu. Et c'est génial parce que c'est un peu un fantasme de joueur, c'est-à-dire prendre l'héritage des Sonic 2D à l'ancienne
et les mettre au goût du jour avec cette patine 3D très lumineuse, très colorée, rondouillard et très speed comme Sonic doit l'être. Et franchement, moi j'ai adoré la proposition. J'avoue que moi, celui-là, il me plaît plus que le précédent. On peut faire de la coop jusqu'à 4. On a retrouvé tous les personnages. Surtout, on a un Sonic qui ressemble au Sonic qu'on a connu dans les années 90. Je te sens moins emballé. Je suis un petit peu plus côté Nintendo Mario que côté... Moi, j'ai eu une Nintendo quand j'étais jeune, donc bon, je suis moins Mega Drive et Sonic. Mais je suis curieux, je suis Sonic curieux, voilà. Bon, il y avait plein de jeux à cette conférence, c'est vrai qu'on a dit, il y en avait pour 2 heures. On a vu du Alan Wake 2. Un dernier jeu... Lysfanga. Hein Lysfanga qui était très intéressant. Alors voilà. Alors un jeu d'action roguelite où on recommence les niveaux de très nombreuses fois, mais le petit twist de gameplay, c'est que on garde le parcours qu'on a fait une première fois avant de mourir, et notre personnage est là, en train de faire l'action, et on revient par-dessus en ajoutant un personnage en fait plusieurs fois. On se clone. Ça m'a beaucoup intrigué. Alors moi, j'y ai joué. Figure-toi que c'est pas du tout ma came de jeu, et j'ai trouvé ça hyper sympa. Le côté de pouvoir se cloner pour en fait attaquer des vagues d'ennemis à plusieurs. J'ai trouvé ça super. Il est très très beau. C'est un jeu français, un jeu étudiant à l'origine, qui avait gagné le Pégase du meilleur jeu étudiant. Exactement. Et qui a été récupéré par Quantic Dream, qui fait de l'édition de jeux vidéo. Ils avaient celui-ci, ils avaient Under the Waves. Alors voilà, moi c'est Under the Waves, celui-ci que j'aimerais vraiment mettre en avant parce que c'est très rare. C'est un jeu qui est singulier. C'est ambiance un peu comme dans Cousteau. On part dans les fonds marins avec sa combinaison, avec son petit bathyscaphe. Et il y a du mystère, il y a du fantastique et pour y avoir joué, il y a une très belle histoire aussi derrière. Donc, je pense que ce qu'on peut raconter, c'est Stan qui est un plongeur en deuil et qui se retrouve à accepter une mission de plongeur professionnel pour suivre des plateformes pétrolières qui s'implantent et en gros, il est un peu tout seul. Donc, il ne sait pas s'il est entre la folie ou des trucs mystérieux. J'ai trouvé qu'il y avait un côté Prey. Alors, pas sur le côté monstre derrière, mais sur le côté étude de soi-même, sur ce côté-là. On va passer à l'autre conférence qui suivait, qui était le Xbox Games Showcase. Xbox avait décidé de faire lui aussi un événement en public, mais qui était enregistré, comme tu l'as dit, Patrick. Mais il y avait tous les fans. Moi, j'étais dans la salle. Il y avait tous les fans qui étaient hystériques. On a juste vu Phil Spencer au début qui est venu faire coucou. Quand il est venu faire coucou, on a compris que la conférence serait une succession de trailers. Mais il y avait de quoi faire. Et notamment, on a vu Forza. On s'attendait à Forza. On a vu Fable en ouverture. L'ouverture est Le début de la conf est dingue. Ça veut dire que ça commence par un gros plan sur le visage d'un acteur en plus, qu'on retrouve dans quelques séries. Moi, je croyais que c'était le mec qui était en train de nous dire je participe à un jeu. Et moi aussi. Ça dézoome, et tu fais attends. Et puis là, il y a une petite mention genre in-engine footage, ça veut dire avec le moteur du jeu. Et là, tu fais oh, est-ce qu'on n'est pas en train de se prendre une énorme claque visuelle? Ça fait du bien parce que franchement, c'était une conférence pour moi, c'était un peu l'heure de vérité pour Xbox qui, ces derniers temps, avait eu des petits soucis. Là, ils ont remis les points sur les i très clairement, que ce soit en quantité, en qualité, en promesse, avec cette puissance aussi du Game Pass. C'est-à-dire que la quasi-intégralité des jeux qui ont été présentés pendant quasiment 1h30, si on inclut Starfield, sortent Day One dans le Game Pass sans surcoût. Et ça, c'est un rouleau compresseur en termes de plaisir ludique qui est remarquable. 27 jeux, 27 jeux, la moitié qui étaient des jeux Xbox Studio, la moitié qui étaient d'éditeurs tiers, donc on retrouvera aussi ailleurs. 21 qui arriveront dans le Game Pass Day One, c'est-à-dire donc au-delà de leur simple jeu. Ça y est. Pour moi, c'est le vrai démarrage du Game Pass. Il y avait de quoi faire. Parce que le Game Pass s'articulait sur une promesse, entre autres, qui était les gros jeux AAA first party, donc édités et développés par Xbox Day One. Mais quand même, depuis 2 ans, il n'y en a pas eu tant que ça et n'était pas non plus à un niveau stratosphérique. Mais là, s'ils sont bons, c'est quasiment un tous les trimestres. Là, ils ont un gros planning de fin d'année. En fait, ils nous avaient habitués à ça sur le 3 quand ils faisaient leur conférence. En gros, Xbox, c'était dans les 6 prochains mois, on va vous sortir ça. On a Forza Motorsport qui arrive. On a évidemment Starfield, on va revenir dessus. On a The Sea of Thieves, un crossover qui paraissait tellement évident. Et pourtant, si improbable. Pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt avec Monkey Island? Ça, c'est les histoires de pirates, les 2 histoires de pirates les plus célèbres du jeu vidéo actuellement qui y vont. Toi, tu retiens quoi de cette conférence aussi? Effectivement, ils ne pouvaient pas se rater. C'était le moment où ils devaient prouver qu'ils sont là et que leurs jeux, que tous les dizaines de studios qu'ils ont achetés produisent des jeux qu'on va attendre. Fable était une grosse claque. Avowed est également un jeu qui est dans la veine des jeux Bethesda comme Skyrim, Elder Scrolls, qu'on espère sera bon. Il y a quand même, si je veux mettre un tout petit bémol, ce que tu disais à l'instant, c'est s'ils sont bons, ça va être très bien.
Il y a le Ceci Redfall. reste. Ouais. Alors, il y a le spectre de Redfall, voilà. Starfield, ils en ont montré énormément, qui est très impressionnant au niveau technique, au niveau des possibilités, mais il y a toujours un petit point d'interrogation avec les jeux Bethesda. Bon, je veux y croire, mais la présentation, à mon avis, de Microsoft était sans doute celle que j'ai préférée, parce qu'ils ont eu des gros coups d'un petit peu partout, et notamment le Star Wars, qu'on revoit ensuite chez Ubisoft, qui était... D'ailleurs, ils ont ouvert avec Star Wars, avec Fable et avec South of Midnight, 3 jeux c'est parti très fort. qui étaient très impressionnants, avec des héroïnes. Mais les 3, tu parlais de Fable, Star Wars, j'étais convaincu que c'était des images de synthèse et pas le jeu lui-même. Et jusqu'à la conférence Ubisoft, je n'avais pas la réponse, je ne savais pas si c'était effectivement dans le jeu, et ça l'était. On est vraiment dans la nouvelle génération. Là. Star Wars Outlaws, donc, qui est alors sorti. On savait que Ubisoft travaillait aussi, comme Quantic Dream, sur un nouveau jeu Star Wars. Moi, je ne m'attendais pas à cette qualité-là. Déjà, alors on va reparler après de la conférence Ubisoft Forward où on a vu du gameplay. Mais déjà rien que le trailer, donc avec cette héroïne, pour une fois on n'a pas un Jedi. Moi ça m'a bien plu ça aussi qu'on n'ait pas un Jedi. Sabre laser. C'est l'ambiance Han Solo. Ouais, c'est Han Solo, c'est la fille. Franchement c'est la fille d'Han Solo, on est d'accord. On a tous les attributs. En tout cas, moi c'est ce que m'a dit, ce qu'ils m'ont dit chez Massive. En gros les inspirations c'est Han Solo, Lando Calrissian et Pirates des Caraïbes. Vous voyez à peu près ce qui se profile et évidemment Indiana Jones aussi, donc ils sont très Harrison Ford là-dessus. Moi ça m'a bluffé. J'ai vu ça arriver. Après, alors, c'était bluffant chez Ubisoft où c'était le gameplay. Ouais. Là, c'était de la cinématique en image de synthèse chez Xbox. Ouais, alors, c'était magnifique. Hein. Ça donnait un cadre. Mais moi, j'avoue que je suis vraiment team à minima moteur du jeu. Ouais, parce qu'aujourd'hui, en image de synthèse, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Et parfois, il y a un décalage sévère. Alors là, au final, il n'y en a pas vraiment parce que chez Ubisoft, on était plus que rassurés. Mais moi, je retiendrai, parce que là, c'était vraiment avec le moteur du jeu, Hellblade 2. Jeu d'aventure extrêmement immersif avec un son binaural, on entend vraiment les voix tout autour de la tête, la deuxième aventure de ce personnage chinois extrêmement tourmenté, un peu sur les maladies mentales aussi. C'est un jeu sur la maladie mentale, voilà. En fait, et moi c'est un titre que j'attends énormément, c'est Ninja Theory, ça fait vraiment partie des studios qui ont été rachetés par Microsoft il y a quelques années de cela, dont j'attends le plus parce qu'ils savent raconter de très très bonnes histoires. Il y a beaucoup de jeux 2024 aussi. Là, on en a vu, en a vu quand même qui arrivaient en fin d'année. Starfield va tellement tout phagocyter chez Xbox, à mon avis, que c'est compliqué. Et il a été convaincant. Très convaincant. Je trouve que l'année dernière, la présentation de Starfield était quand même un peu mi-figue mi-raisin. C'est-à-dire que la promesse était bonne, mais il y avait beaucoup de petites choses qui tiquaient, les animations, le visuel, la boucle de gameplay, etc. Là, ils ont pris quand même 45 minutes, et ça aurait pu être abominablement long et un petit peu embêtant, et ça ne l'a pas été, parce qu'ils ont vraiment, avec de l'humain, les différents développeurs, chaque aspect du jeu, on voit l'ampleur. Moi, j'ai trouvé ça vertigineux. Si tout cela, si la mayonnaise prend bien, ça doit. Mais c'est tellement important pour eux. Ils l'ont reporté déjà 2 fois que moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'y croire et je trouve qu'il y a beaucoup d'arguments qui font que ça sent bon. Alors justement, en parlant de Starfield, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui a mis la main depuis le mois de novembre dessus, quand même, le petit vénard. C'est Phil Spencer qui m'en a parlé. Évidemment, j'ai été obligée de lui dire, ce jeu, on l'attend beaucoup. Qu'est-ce qui nous attend vraiment? Est-ce que ça va être la folie? Parce que là, j'ai l'impression qu'on va passer 2500 heures dessus. C'est ça. Donc voilà, un petit bout d'interview qu'on a en première pour vous, l'intégralité à venir bientôt, de Phil Spencer qui parle de Starfield. Discutons de Starfield, ça a été un moment important. Combien de temps faudra-t-il pour jouer à Starfield? J'y joue depuis novembre et je n'ai pas fini. Mais ce que j'aime dans Starfield, étant donné que j'y ai beaucoup joué maintenant, c'est que vous pouvez jouer votre propre histoire. Il y a donc certaines choses que je vais découvrir, que je commence à faire, et cela peut être minime, mais je peux jouer pendant 30-40 minutes et faire ce que je veux. Ou si je veux faire l'histoire principale, je peux prendre plus de temps. Je pense que ce que les gens vont découvrir dans Starfield, c'est qu'il y a beaucoup de choses différentes que vous pouvez faire dans le cadre d'un même jeu et que cela vous donne la possibilité, en tant que joueur, de personnaliser ce jeu. Et je pense que c'est important. C'est le grand jeu que vous vouliez sur Xbox Series et sur PC?
Oui, nous travaillons sur Starfield depuis un bon moment. Nous avons évidemment consacré 40 minutes à notre Starfield direct, et nous ne l'avons jamais fait auparavant. Qui sait jusqu'où vous pouvez aller dans un jeu? Mais Todd Howard et l'équipe de Bethesda Game Studios ont créé Skyrim, ils ont créé Fallout 3 et 4. C'est une équipe qui sait comment créer de grands RPG immersifs qui durent longtemps. C'est un jeu important pour nous, mais ce sont tous des jeux importants pour nous. Et parce que nous avons des joueurs qui aiment tous les types de jeux, c'était donc agréable de voir leur réaction face à Starfield, mais aussi leur réaction à tant de jeux différents de la conférence. Julien, tu as l'impression que tu avais une réaction sur Starfield et Phil Spencer? Moi, je trouve que au sortir de cette présentation, il y a une question qui revient et elle me fait plaisir, c'est et si finalement le GOTY n'était pas si automatiquement dédié à Zelda Tears of the Kingdom? Et s'il y avait un match? Parce que la promesse est tellement ambitieuse, tellement vertigineuse, avec énormément de création, etc., aussi un peu comme Tears of the Kingdom, que si c'est bon, il y aura peut-être de la compétition et ça, tant mieux. Ça serait merveilleux. J'ai une petite inquiétude tout de même parce qu'ils semblent vouloir offrir tellement et on peut customiser les vaisseaux et on peut déplacer tous les objets et on peut visiter 1000 planètes. Bon, j'espère que, comme dans les meilleurs jeux Bethesda, la sauce prendra. Ils ont mis tellement de temps dessus, il n'y a plus qu'à espérer. On l'espère. Ouais. Mais sur la conférence Xbox, il y avait aussi des jeux un petit peu plus modestes. On pourrait parler de Yakuza. Avec le trailer le plus drôle. Qui était vraiment avec Ichiban qui se réveille sur une plage à Hawaï, là où le jeu a toujours pris place au Japon. Donc ça nous a amené quelques questions. Mais il y a aussi 33 Immortals, le jeu de Thunder Lotus, un studio canadien, où on joue un jeu qui ressemble à Hades, peut-être un petit peu vu de dessus, mais à 33 personnages à la fois à l'écran dans l'environnement de jeu, qui est vraiment ce genre de petite idée étrange quand on nous en parle la première fois et qui finalement est intéressante. Jouer à 33 en même temps dans un jeu d'action de ce type, ça pourrait vraiment être agréable. J'ai cru à Hades 2 d'ailleurs, vraiment. Et un dernier, parce que c'est un jeu français, on parle d'Ubisoft. Vraiment sorti du lot, même visuellement, c'est Just Hunt. Moi j'ai adoré. Oui, bien sûr. Où c'est de l'escalade, mais dans un univers assez beau, très chaud, etc. Et j'ai hâte de voir comment est-ce que vraiment le gameplay et l'aventure va nous amener, où est-ce que ça va nous amener, ça sortait du lot. Ça va l'air très poétique. Il y a aussi eu un Xbox Game Showcase Extended, ils n'arrêtent pas cette semaine. Mais je voudrais qu'on finisse, parce qu'il nous reste un peu de temps, sur le Ubisoft Forward. C'est pareil, on parlait de Xbox qu'on attendait beaucoup. On attendait aussi beaucoup d'Ubisoft qui sort d'une période un peu difficile avec beaucoup de jeux repoussés. Là, en revanche, ça va se bousculer au portillon. C'est un truc de fou. Dès le 14 septembre, on aura The Crew Motorfest, Assassin's Creed Mirage annoncé pour le 2 octobre. Là, ils nous ont sorti Avatar, Frontiers of Pandora pour le 7 décembre, Prince of Persia pour le 18 janvier. Il y a quand même aussi ce Star Wars Outlaws qui doit sortir très prochainement. Et ce qu'on a vu, franchement, je pense qu'il est bien avancé. Qu'est-ce qui se passe ? Tu le disais, c'était très important, là encore, de remettre les points sur les i, d'envoyer un message aux joueurs, bien sûr, mais aussi un message économique et en interne. Parce que c'est vrai que Ubisoft a besoin d'attractivité aussi, et donc de montrer un petit peu ses projets. On voit qu'il y a vraiment deux choses. Il y a les projets qui ont commencé et qui sont encore cross-gen, comme Assassin's Creed Mirage, qui va être un Assassin's Creed qui revient un peu plus aux sources, qui va être un peu plus condensé. Et puis il y a les méga, alors on dit AAA, mais est-ce qu'on là on peut plus parler de quadruple A quasiment, avec Avatar et Star Wars, qui semblent avoir là aussi une ambition, un scope absolument titanesque. Et je veux dire, quand dans une même conférence et un même éditeur te présente et la licence Avatar et la licence Star Wars, qui sont quand même les deux titans de l'industrie du cinéma, et avec des images et du gameplay extrêmement séduisants, ça repositionne Ubisoft là encore un petit peu dans la carte des grands du jeu vidéo. Fait par le même studio, Massive. Qui a une sacrée pression, même s'ils sont aidés par une flopée de studios. Oui, comme d'habitude chez Ubisoft. Mais qu'est-ce que tu retiens de cette conférence ? C'est difficile de ne pas retenir effectivement Far Cry Pandora, c'est-à-dire Avatar. Je suis un petit peu mauvaise langue, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est un bon moyen de... Far Cry déguisé. Ça semble un petit peu. Star Wars, évidemment. Impossible de ne pas en parler.
Prince of Persia, donc qu'on a déjà évoqué. Et si je reprends un petit peu mes notes, on a peut-être Assassin's Creed Mirage, qui revient aux bases d'Assassin's Creed, qu'on avait déjà vu, mais qui confirme vraiment un style d'Assassin's Creed qui est différent des derniers qu'on avait vus, des 3 derniers épisodes. Je crois que le message de Ubisoft, c'était « Ok, on a été un petit peu absent ces dernières années, on met les scandales de harcèlement derrière nous et de toxicité, et maintenant on parle de jeux, on a nos bons jeux, et vous allez pouvoir en profiter ». Je dois avouer que le message est passé. La conférence était possiblement la plus convaincante des 3. Just Dance aussi. Just Dance, on oublie de parler de Just Dance, qui est quand même le jeu qui va aux Jeux Olympiques. Sport olympique quand même. Il y en a un seul qui est un peu en déshérence là, c'est Skull and Bones, présenté il y a des années. On a vu un orchestre. Qui aurait dû sortir il y a déjà plusieurs mois, qui a décalé sa date. Et là, on a eu de la musique et une bêta. Daté, donc même pas encore de date officielle, alors qu'il aurait dû sortir il y a finalement plusieurs mois. On sent que c'est compliqué. Hein. Il est difficile de ne pas s'inquiéter pour Skull and Bones. Moi je veux y croire. C'est pareil, on n'a pas vu Beyond Good and Evil 2 et pourtant ils m'ont assuré là-bas que ça travaillait toujours là-bas. Alors Melinda, moi j'ai eu l'impression en voyant ce Star Wars Outlaws de voir un peu quand même, alors je dirais pas des chutes parce que ce serait pas très positif, mais qu'il y a sûrement des éléments pensés pour BGE2 qui sont dedans, utilisés pour Star Wars, parce que finalement la promesse, c'est-à-dire plusieurs planètes, tu prends ton vaisseau, tu pars, tu décolles, et la liberté, c'était déjà la promesse de BGE2, sauf que c'est la promesse de 2008. Ouais, non, mais c'est le problème de BGE, c'est qu'à force de tarder à sortir, à un moment, il se fait piquer un petit peu de partout, même en interne. Et il ne va pas sortir maintenant parce que là, ils ont trop de gros jeux qui arrivent. Il y avait plein d'autres confs, on n'aura pas le temps de revenir dessus parce qu'on arrive au bout de l'émission. Je te laisse un petit mot parce que tu voulais parler de la conf Devolver et d'un jeu absolument... Alors, qui n'est pas un jeu, justement. C'est pas un jeu. C'est une mascotte. Alors, Devolver, c'est un éditeur un peu punk. Hein. Généralement, quand il y avait l'E3 encore, il ne se mettait pas dans l'E3, il se mettait sur le parking et il faisait des saucisses grillées. Et bien là, ils ont fait une conférence qui, comme d'habitude, a présenté très peu de jeux, mais c'est pas ça qu'on a retenu. C'est toute leur mise en scène un peu à la Black Mirror, avec un personnage fictif de héros, Volvi, avec une espèce de grosse main et son créateur, qui est en fait... dans la manière de le mettre en scène, est le prisme de tout ce qui va mal dans le jeu vidéo, dans le marketing à outrance, dans l'intelligence artificielle qui dévore tout. Et finalement, ce personnage qui à la fin pète un câble, je trouve que c'était une manière assez punk et habile de montrer un petit peu ce qu'est aussi une facette du jeu vidéo, malheureusement. Allez revoir le Devolver Direct si vous avez des vidéos. C'est vraiment ça. Un mot de la fin pour toi aussi. On peut parler de la conférence Capcom, qui était pas totalement incroyable, mais dans laquelle on a revu le jeu Kunitsugami, Path of the Goddess, qui avait été présenté dans une conférence précédente et qui est vraiment intriguant. Alors on n'en sait pas grand-chose, mais ça a tous les éléments de ce qui fait que Capcom aujourd'hui est en train de revenir en grâce chez les joueurs. Une réalisation qui a l'air assez impeccable, un thème vraiment japonais, un graphisme qui est séduisant avec donc des sortes de samouraïs, un petit peu de mysticisme, des portails de temples japonais. Et même si on ne sait pas grand-chose du jeu, on a envie d'en savoir plus et c'est l'essentiel pour ce genre de présentation. Donc oui, Kunitsugami, c'est peut-être le jeu que je retiendrai de cette conf. On l'avait vu à la conf Xbox, c'était très bien. Messieurs, on est arrivé au-delà de la fin de cette émission. Je vais me faire gronder une fois de plus, mais c'est pas grave parce qu'il y a plein de choses à raconter. Merci à vous d'être venus. Julien, merci à toi. On te retrouve sur ta chaîne YouTube et puis aussi, à mon avis, il y a encore d'autres confs que tu vas couvrir. Dès ce soir, il y a une conférence réalité virtuelle qui était un peu le parent pauvre malheureusement et qui a un peu de mal en ce moment. C'est clair. Patrick, tu vas repartir dans quelques jours en Finlande, tout à fait. Mais si on peut me retrouver dans toutes vos apps de podcast, le rendez-vous tech pour l'actu tech, le rendez-vous jeu pour l'actu jeu vidéo, toutes les semaines. Et voilà. Et nous aussi, vous pourrez retrouver cette émission et les précédentes en podcast, en replay sinon sur le site Tech & Co, sur la chaîne Tech & Co aussi, et puis sur la plateforme de replay BFM RMC. On vous dit à très vite pour de nouvelles aventures jeux vidéo. La semaine prochaine, il y a un petit jeu aussi qui sort dont on devrait vous parler, un certain Final Fantasy XVI. Allez, jouez bien et à très vite. Ciao, ciao.